Bonjour et bienvenue dans la correction de l'exercice d'entraînement numéro 7. Et pourtant elle tourne. Je vais pas tenter de le faire en italien, hein. E pur si muove, un truc comme ça. Je vais déjà vous expliquer d'où vient cette expression. D'après la légende, hein, parce qu'il n'y a aucune confirmation que ce soit vrai, mais c'est assez sympa de se dire que c'était vrai. Ce serait Galilée qui, pendant son procès, aurait prononcé cette phrase, un petit peu, aurait marmonné cette phrase, et pour s'y mauve, et pourtant elle tourne. Il parlait de la Terre, évidemment. Je vous rappelle que Galilée, en 1632, a écrit un bouquin dans lequel, en fait, il disait pas oui, c'est le Soleil qui est au centre du système solaire, etc. Et même pas ça, il avait pris des précautions. Il comparait les deux systèmes, Terre au centre ou Soleil au centre. Et il concluait dans son livre sur le fait que, a priori, la théorie du Soleil au centre était quand même plus pertinente que celle de la Terre au centre. Il a vraiment pris des précautions. Il se trouve qu'à l'époque, il était soutenu par le pape en place et que le reste de l'Église était un peu en schisme. Enfin, c'est un petit peu compliqué, mais enfin. Il sortait d'une sorte de bataille religieuse précédente, et donc en fait il a servi d'exemple, c'est-à-dire l'église en place a dit bon, lui le Galilée là il ouvre trop sa bouche, donc on va faire un exemple avec lui. Donc il a été non pas mis dans un cachot, torturé, etc. comme ce qui se raconte, hein. Il a eu un procès en fait mené par l'Inquisition, qui était un corps de l'église chargé de faire en sorte que les gens suivent le droit chemin. D'accord ? Alors parfois ils avaient des méthodes un peu musclées, certes, mais la plupart du temps, en fait, c'était des procès assez classiques, désagréables certes, mais assez classiques. Et donc Galilée a été convoqué, enfin, il a eu droit à un procès, il a été quand même emprisonné le temps de son procès, mais enfin bon, pas dans des conditions de film hollywoodien, hein, voilà. Et en fait, on l'a forcé à se rétracter, c'est-à-dire à revenir sur ce qu'il avait écrit et à dire que non, pardon, j'ai bafouillé, c'est bien la Terre qui est au centre. Et donc la légende dit qu'il aurait marmonné de dépit, et pourtant elle tourne. Voilà, donc donc il y croyait vraiment très fort, mais bah, il a fait machine arrière, quoi. Alors qu'il paraît que c'était une grande gueule, Galilée. Bon bah voilà, il a eu un petit peu peur, et ça lui a permis de ne pas être exécuté quand même, parce que le but c'était quand même de le mettre à mort. Donc grâce à ça, ça a été un entre-deux, et on lui a dit juste tu t'exiles à Sienne, je crois, ou à Florence, je sais plus, enfin en Italie, voilà, tu restes là, assigné à résidence jusqu'à ta mort. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc il a pas beaucoup voyagé après, hein, il est resté chez lui, puis il s'est tu. Voilà. Il faut dire qu'à l'époque, Galilée, c'était le seul scientifique, le seul astronome à défendre cette théorie, hein. Tous les autres étaient ultra ok sur le fait que la Terre était au centre du système solaire. Donc, enfin, au centre de l'univers. Donc du coup, bah, seul contre tous, bah, et puis avec une menace de mort à la clé, bon, bah, il a dû se résigner et aller vivre à Sienne, voilà, tranquille. Donc ça, c'était pour la petite histoire du titre. Déjà, l'intro est beaucoup trop longue. C'est du spécial Madame Prévost, voilà. Donc, attendez, que je me gourre pas. Donc ça, c'était l'exercice. Je l'ai mis en version modifiable parce que je vais taper la correction. En fait, le but de cet exercice, c'était surtout de remettre de l'ordre dans ce cours énorme que je vous avais tapé. Pardon, ça commence là. Voilà. Séance 14, partie 2, où je vous avais refait toute l'histoire de comment on avait établi scientifiquement que la Terre était ronde, qu'elle tournait autour du Soleil, qu'elle tournait sur elle-même selon une orbite circulaire autour du Soleil, voilà. Pourquoi il faut refaire tout ça à notre époque ? Bah parce que, punaise, il y en a qui ont la tête dure, voire il y en a qui ont des petits soucis, hein, je pense. Parce que pour eux, tout le boulot qui a été fait par les scientifiques pendant des siècles, on peut le mettre à la poubelle, hein. Chacun a le droit d'avoir son avis, et si on a envie que la Terre soit plate comme une pizza, on a bien le droit. Donc ces gens-là, c'est ce qu'on appelle les platistes. Non, hein, c'est terrible, hein. C'est les mêmes qui expliquent que l'ISF n'existe pas, qu'on n'est jamais allé sur la Lune et tout, mais stop là, les cocos, stop. Enfin, à un moment, arrêtez de vous autoproclamer scientifique. Enfin, c'est pas possible de tout foutre par terre comme ça, d'un claquement de doigts. Enfin, il y a des gens, ils ont bossé, il y a même des gens, ils sont morts pour défendre enfin, pour faire avancer la science. Donc, ok, la science peut se tromper, hein, ça, peut-être qu'on va découvrir des choses. Mais enfin, faire machine arrière comme ça et dire que finalement la Terre est plate, non.
Hein, non, ça s'est jamais vu, ça se verra pas probablement, hein, même s'il faut être très humble. Là, quand même, c'est un peu énorme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Donc, du coup, voilà, je vous avais mis des illustrations genre de bêtises qu'on peut croiser. Bon, bref, c'est bien, hein, c'est gentil, hein, mais bon. Pourquoi pas un donut? Ouais, moi, ça m'avait fait rire. Donc, du coup, voilà, un cours Père Castor avec plein de découvreurs. J'ai essayé de synthétiser parce qu'en fait, vous vous doutez bien que ça a été encore plus compliqué que ça. Mais j'ai essayé de retenir les dates clés. Ça a été tout un boulot de synthèse là que je vous ai pondu pour donner chaque découvreur ses outils, les outils qu'il a utilisés, et puis ses arguments. Hein, voilà. Donc, c'est l'occasion pour vous de voir que la science, elle progresse chaque jour. Et là, on en a une bonne illustration avec le Covid. Hein, voilà. Chaque jour, on apprend des nouvelles choses et bien malin qu'ils puissent affirmer quoi que ce soit, effectivement, mais dans un sens comme dans l'autre. Donc un cours sponsorisé par le Père Castor. Alors le but, donc c'était, parce qu'il y avait vachement de trucs à lire, hein, je suis vraiment désolée, mais je pouvais pas faire moins, hein, franchement, je pouvais pas faire moins. Donc le but du jeu, c'était à partir de ce cours de remplir ce document qui était là, qui synthétisait un petit peu l'évolution des idées. Alors on va y aller petit à petit. Découvreur par découvreur, donc évidemment hein, ça se lisait de la gauche vers la droite. J'espère que vous saviez lire les dates en chiffres romains, mais je pense que oui. Je pense que oui. Au pire, j'espère que vous avez eu la curiosité d'aller voir sur internet à quoi ça correspondait. Donc on commence au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça remonte un peu hein, quand même, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et encore, je vous ai parlé que de la science occidentale. Parce que on pourrait parler... On pourrait parler de la science d'Amérique centrale, de toute l'Afrique et notamment l'Égypte, où il y avait des astronomes hyper calés qui maîtrisaient bien et qui avaient déjà compris pas mal de trucs. Hein. Donc moi, je me suis juste basée sur l'Occident. Déjà, c'était chaud. Donc, 6e siècle avant Jésus-Christ, je vous parlais du premier qui était Anaximandre, et donc lui, balèze, il a cartographié la Terre comme il a pu, hein forcément. Sauf que bon, pour lui, la Terre était plate et entourée d'un maxi-océan. Pourquoi ? Parce que il se basait sur les récits des navigateurs. Parfois, ils picolaient un peu les navigateurs, et puis surtout, ils avaient des petites embarcations qui allaient pas bien loin. Hein. Donc, les navigateurs, à chaque fois qu'ils essayaient d'aller loin, ils tombaient sur un horizon plat, et puis que de l'eau, à perte de vue. Bon, c'est juste qu'ils n'avaient pas les moyens techniques d'aller plus loin, et donc ils auraient continué un peu, ils seraient peut-être tombés sur d'autres terres, vous voyez, mais non, du coup, la navigation, elle n'était pas au point. Donc, conclusion, vu qu'au loin, l'horizon est plat et plein d'eau, la Terre, elle doit être plate et bordée d'eau. C'est logique, en soi. C'est assez logique. Donc du coup, si on reprend, on va le mettre là. Le découvreur, c'était Anaximandre. Ouais, bon, c'est pas très centré, je suis désolée. On va faire comme ça. Il disait que la Terre était plate et immobile. Et ses arguments... basé sur les outils qui étaient les récits des navigateurs, ces arguments, c'était que l'horizon est... je suis obligée de recliquer à chaque fois, est plat et couvert d'eau. Du coup... et couvert d'eau. Oh là là, c'est moche. Bon, bref. L'horizon est plat et couvert d'eau, vous avez compris. C'est hyper laid, hein. Mais je fais rapide et efficace. Donc bon, voilà, on partait de là, au 6e siècle avant Jésus-Christ, j'aurais pu remonter encore un peu avant, mais en fait le problème c'est qu'on manquait d'écrits scientifiques à l'époque. Avant ça, les scientifiques dans l'Antiquité éloignée, ils avaient tendance à pas trop compiler leur savoir par écrit. Donc en fait ça se transmettait à l'oral, de sachant à étudiant, et puis ça se transmettait comme ça. Alors parfois il y avait des approximations, hein, vous vous doutez. Mais donc on n'a pas des masses de traces écrites avant. S'il y a un prof d'histoire qui passe par là et qui me dit que je dis des grosses bêtises, pas d'hésitation. Hein. Les collègues d'histoire, dites-moi si je dis des grosses bêtises. Enfin, bon, il me semble que c'est pas complètement faux. Ensuite, deuxième luron, Platon. Ça, vous en avez entendu au moins parler de Platon. Platon, je vais pas faire toute sa vie. Encore un philosophe et savant grec. Donc lui, c'était au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc on a progressé d'un siècle.
Il a quand même balancé ce monsieur, alors que tout le monde était parti sur Terre plate, que la Terre était ronde. Rien que ça, voilà. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a utilisé les outils de 2 mathématiciens qui avaient un siècle de moins que lui, enfin ils étaient morts à l'époque, hein, mais il s'est basé sur leurs travaux. Donc c'était Pythagore et Thalès, je ne sais plus qui est qui là dans mes illustrations. Et ces gens-là ont bossé sur les rapports entre les angles et les longueurs des côtés des triangles, je vous passe les détails. Et grâce à ces outils mathématiques, eh bien, il a pu expliquer une observation toute bête, c'est que tout simplement, quand un bateau s'éloigne à l'horizon, quand on regarde bien, alors ok, l'horizon a l'air plat, etc., mais il rapetisse pas à l'infini, en fait, il devient pas tout petit, petit, petit. En fait, à un moment, on a l'impression que sa coque passe derrière l'horizon. C'est pas des photomontages que je vous ai mis, c'est des vraies images. Elles sont un peu pixelisées forcément, mais voilà. On voit ça aussi avec un phare très éloigné quand le ciel est très dégagé. Si vous regardez un phare qui est très loin, vous voyez pas sa base en fait. Vous voyez que le haut du phare. Et ça s'explique uniquement par un horizon courbé, en fait une Terre courbée. Alors il y a des histoires d'angles mathématiques, je vous passe les détails, mais tout simplement il y a une histoire de point de vue, de hauteur, etc. Qui explique que si on ne voit pas la base des éléments au loin, c'est parce que la Terre est ronde. Voilà. Donc si on reprend notre machin, Platon, la Terre est ronde. Alors pour lui, elle était encore immobile à ce moment-là. Et déjà, elle est ronde, c'est pas mal. Ses arguments, c'est que on ne voit pas la base des objets très, je simplifie, éloignés. Et ces outils, c'est les théorèmes de voilà, ça y est, ça revient, de Pythagore et Thalès. Voilà, donc des maths. Comme quoi les maths, c'est pas que fait pour torturer les élèves. Le suivant, Aristote, 4e siècle. Oh il est joli mon i. Bon bref, 4e siècle avant Jésus-Christ, encore un siècle plus tard. Toujours un philosophe et un savant grec. Ils étaient fortiches, les Grecs. Donc pour lui, alors il décrivait un système astronomique, donc voilà, où la Terre était au centre et les planètes et le Soleil et les astres en général tournaient autour de la Terre. Bon, déjà il explique qu'il y a des objets qui tournent. Voilà, il décrit un système astronomique, c'est le premier. C'est l'un des premiers en réalité, ils faisaient pas ça seuls dans leur coin, mais c'est celui qu'on a le plus relayé, on va dire. Et donc ce système où la Terre était au centre, c'était le système géocentrique. Géo c'est la Terre et centrique le centre. Donc la Terre au centre, c'est bien beau, vous voyez, tout tourne bien, bien rond, c'est joli, c'est parfait, c'est chouette. Pour ça, il a fait des observations en fait du ciel, sauf qu'ils n'avaient pas d'outils d'observation à l'époque et ils ne notaient pas leurs observations. C'est pas bien. Donc il a juste simplement vu comme tout le monde, notamment le balai du soleil dans le ciel qui se lève à l'est, se couche à l'ouest. Les étoiles, c'est un peu la même. Donc grosse envie de dire que tout tourne autour de la Terre. C'est vrai que vu de notre point de vue, vu de la Terre, on a quand même un peu l'impression que les choses nous tournent autour. En fait, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, on reprend. Nous en sommes à Aristote. Donc, pour lui, c'est la Terre. Est-ce que ça va tenir ? Est au centre du système solaire et les orbites sont parfaitement rondes. Voilà. Tout est bien propre et rangé. Et ces observations, c'est le lever et le coucher du soleil. Voilà. Voilà. Bon, on progresse. Vient ensuite Ptolémée, au 2e siècle. Donc vous avez vu, il y a eu un gros gap quand même. Jusqu'au 2e siècle après Jésus-Christ, on était au 4e siècle, on passe au 2e siècle, ça fait 6 siècles où on n'a pas trop avancé sur le sujet. On trouvait ça cool, la Terre au milieu, bon, parfait. Alors lui, il remet pas en question le fait que la Terre soit au centre, par contre, il invente le fameux système des épicycles. C'est trop mignon, c'est le système des bouclettes. Donc pour lui, il y a bien les objets célestes qui tournent autour de la Terre est au centre, on touche pas. Par contre, les objets, ils tournent pas tranquilles, ils font des bouclinettes là, comme ça, c'est mignon, Alors, hyper complexe, vous imaginez le truc,
Donc pour ça, il s'est basé sur des observations scrupuleuses d'étoiles, et notamment le premier catalogue d'étoiles dont j'ai oublié le nom, je vous le rajouterai en incrustation. L'analgèse, je sais plus. Premier catalogue d'étoiles fait par lui, hein. Donc où il a reporté scrupuleusement. Alors là, mauvaise illustration, ça c'est un catalogue d'étoiles d'origine arabe, vous voyez, c'est écrit en arabe là. Ils étaient hyper fortiches en astronomie, et eux, ils notaient. Voilà, le peuple arabe, il notait vachement bien tout ce qu'ils faisaient. Ils étaient assez sérieux. Donc là, bah, lui, donc Ptolémée, c'est le premier à avoir tenu un catalogue d'étoiles hyper précis, détaillé, nuit après nuit. Et il a remarqué, donc on peut se dire que sa théorie était complètement pétée, mais pas du tout. Il avait remarqué qu'il y avait ce qu'on appelle un phénomène de rétrogradation des étoiles dans le ciel et des corps célestes. Là, c'est Mars, hein, donc c'est pas une étoile, hein, c'est Mars. Et effectivement, si on regarde la position, notamment de Mars, mais c'est vrai pour les autres, nuit après nuit, bah, pendant plusieurs nuits de suite, Mars avance, et puis à un moment, Mars recule, et Mars réavance. Quel bazar. Il a fallu expliquer ça, donc il a dû bien s'arracher les cheveux pour sortir sa théorie des épicycles. Hein. Donc voilà. Il s'est pas rendu compte que c'était un peu complexe. Peut-être qu'un jour je vous raconterai le principe du rasoir d'Occam, mais bon, j'ai pas le temps. Donc pour lui, la Terre est au centre du système solaire et les orbites font des boucles, ou des bouclettes. Donc les astres font une sorte de... Ça, je vous l'avais mis parce que franchement, à expliquer, c'était pas évident. On passe ensuite au XVIIe siècle. Boum. À nouveau, pas de progression entre-temps. Alors, je vous ai pas parlé de Copernic, etc. Bon, il y a eu d'autres acteurs. Hein. Bon, Galilée est arrivé après Copernic. Il me semble que Copernic, il a encore plus fait machine arrière que lui. Je me souviens plus trop l'histoire. Bon, il n'a pas été le seul. En réalité, il y avait quelques scientifiques qui avaient commencé à amorcer cette idée de soleil au centre. Donc vous avez compris, Galilée, lui, pour expliquer ces histoires d'épicycles, en fait, il a trouvé une solution toute simple, c'était de mettre le soleil au centre. Et là, ça expliquait tout, en fait. Il n'y avait plus de bouclettes. Les astres, la Terre tournait comme les autres objets du système solaire autour du soleil. Et puis voilà, quoi. Et puis on n'en parle plus, ça démontre cette théorie des épicycles qui était beaucoup trop compliquée. Donc c'est la théorie héliocentrique. Hélios, c'est le soleil en grec, et centrique, c'est le centre. Donc le soleil au centre. Pour ça, quand même, il a pas vraiment conçu lui-même son outil, mais il a bossé avec des artisans vénitiens, souffleurs de verre. Je crois que c'est les îles de Murato ou Murano, je sais plus. Il y a des îles autour de Venise où il y avait à cette époque toute une industrie du verre soufflé. Et ça existe toujours, mais c'est plus pour les touristes maintenant. Et ces gars-là avaient développé un verre d'une qualité exceptionnelle, sans bulles, sans pète, sans machin, parce qu'à l'époque, avant ça, le verre des vitres, etc., il était pas très solide, il était très épais, il était plein d'imperfections. Et eux, ont réussi à mettre au point un verre très transparent. Ce qui a permis, Galilée est allé les voir en fait, puisqu'il était italien, et il leur a dit, les gars, vous pouvez pas me faire un objet bien rond, une belle lentille, là, bien translucide, bien puissante, que je puisse la monter sur une lunette d'observation en fait, pour aller voir ce qui se passe dans le ciel d'un peu plus près. Donc c'est comme ça qu'a été créée la première lunette astronomique, qui je crois qu'il y a une histoire comme quoi c'est lui qui l'a créée avec les artisans verriers, et le roi de l'époque, le roi italien, a trouvé ça super chiadé, super chic, et je crois qu'il lui a piqué. Elle a été exposée, à vérifier comme histoire, mais je crois bien qu'il y a une sorte de récupération par la royauté de l'objet super classe, et je crois qu'il était un peu dégoûté, Galilée, surtout vu ce qui lui est arrivé après. Et ses arguments pour expliquer que la Terre tournait autour du Soleil, c'est qu'il a regardé, du coup, grâce à sa lunette, il a pu voir des détails vachement précis, et il a vu qu'il y avait des machins qui tournaient autour de Jupiter, cette planète gazeuse qui a plein de satellites. Oui, c'était les satellites de Jupiter, en fait, qu'il avait observés dans le ciel. Donc ça, c'est des reproductions, c'est des dessins qui ont été faits, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de photos à l'époque, mais nuit après nuit, il voyait ces petits points lumineux tourner autour de Jupiter. Il s'est dit, mais attends, s'il y a des machins qui tournent autour de Jupiter, ça veut dire que tout ne tourne pas autour de la Terre. Ça veut dire qu'on peut tout à fait faire tourner la Terre autour d'autre chose.
Et c'est comme ça qu'il a fichu le soleil au centre. Et en plus, et lui aussi a tenu un catalogue très précis de toutes ses observations. Et comme je vous le disais, bon attendez, je vais remplir le document. Donc on est sur Galilée. Ptolémée, j'ai toujours un doute, bon c'est pas grave, il y avait peut-être des accents. Et là pour le coup, lui il met le soleil est au centre du système solaire, tout ne tourne pas autour de la Terre. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il avait pas dit. Donc ces observations, c'était les satellites de Jupiter. Ah mais je réalise que j'ai pas rempli ça. Excusez-moi. Pour Aristote, lever et coucher du soleil, ses outils c'était des observations du ciel, comme ça, hein. Pas juste l'instinct, quoi. Pour Ptolémée, c'était catalogue d'étoiles. Et donc pour lui, pour Galilée, c'était la lunette astronomique. Nyeh. Astronomique. Je suis désolée pour la qualité de ma correction, elle est trop moche. Oui, donc je vous faisais un petit point pour vous expliquer ce que je vous ai dit en intro. Hein, évidemment, ça n'a pas plu à l'église. Hein, comment ça, la Terre, création divine et parfaite, n'est pas au centre de tout? Comment ça, on n'est pas le nombril de l'univers? Dis donc. Donc voilà, procès, tintouin, la totale. Et rétractation, vous l'aurez compris, hein, et pourtant elle tourne. Next, Foucault, un Français quand même. Ben oui. Donc Foucault, lui, 19e siècle, hein, donc pareil, il y a du temps qui est passé. Lui, il a juste montré que la Terre n'était pas immobile, mais qu'elle tournait sur elle-même autour d'un axe, hein, l'axe nord-sud. Ça change plein de choses, ça explique plein de choses. Pour ça, il a créé lui-même son outil. Alors évidemment, il l'a pas fabriqué tout seul de ses blanches mains. Hein. Lui aussi, il est passé par des artisans, hein, certainement travaillant le métal, des métallurgistes, voilà, entre autres, des sculpteurs et compagnie. Et ça a donné le fameux pendule du Panthéon de Paris, juste une énormité, un truc monstrueux. Vous voyez la place qu'il a fallu pour l'installer. Un truc un peu monumental, et donc je vous disais qu'en fait, quand on faisait tourner le pendule n'est pas soumis au frottement de l'air, hein, donc il avance de son mouvement propre, il n'est pas freiné ou ralenti par quoi que ce soit. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il se contentait pas de se balancer d'avant en arrière bêtement. Très lentement et très progressivement, il se décalait, il créait des arabesques. En fait, ça se voit, il y a des équivalents de pendules qui font des traces dans le sable, c'est très beau. Et en fait, il fait un tour complet, il fait une arabesque complète en 24 heures, ce qui correspond au temps de rotation de la Terre. Si je trouve des images qui expliquent ça un petit peu mieux que mon baragouinage, je vous les mets. C'est un peu compliqué, il faudrait demander à Monsieur Karim encore de vous expliquer ça, disons un peu plus dans les règles de l'art. Mais globalement, voyant que son pendule faisait des mouvements d'oscillation, pas avant-arrière, mais en arabesque, en se décalant, en se déportant sur la droite, ce me semble, et qu'il revenait à sa position de départ en 24 heures, il en a déduit que la Terre tournait sur elle-même, tout simplement. Donc on reprend. On était à Foucault. Alors évidemment, je vous parle pas de Foucault, le présentateur télé, que vous n'avez pas connu d'ailleurs. Mon Dieu que je suis vieille. Mais vos parents peut-être connaissent Foucault. C'est pas le même, hein. C'est Léon Foucault. La Terre tourne sur elle-même. Ses observations, c'était le pendule astronomique fait des arabesques en 24 heures si vous préférez, en 24 heures. C'est très résumé, hein. Et son outil, donc, c'est pendule du Panthéon. J'espère que vous n'entendez pas ma voisine au loin de Paris qui parle très fort au téléphone. Paris avec une majuscule, Madame Prévost, vraiment, Panthéon avec une majuscule, oh là 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 là, c'est ni fait ni à faire cette correction. Voilà, vous avez eu le temps de noter? Faites une pause, pendule du Panthéon. Bon, de toute façon, vous faites des pauses, hein, voilà. Ça c'est mes mails. Ah, j'ai pas coupé mes mails, voilà, ça c'est l'erreur, à chaque fois je coupe pas mes mails. Voilà,
On a fait le tour. Alors en fait après il y a eu d'autres scientifiques qui ont un peu plus détaillé les choses et qui sont remontés non seulement à la Terre dans le système solaire, mais à la création du système solaire, etc. Euh, je vais réfléchir ardemment. Il y a eu notamment Hubble et compagnie, mais c'est plus sur l'expansion de l'univers et tout, le Big Bang. Donc là, on part dans des sujets qui nous dépassent complètement. Je fais une petite pause ici, je commence un montage et je vois si je vous complète. Bah oui, je suis obligée, il faut que je vous complète parce que je vous avais lancé un défi, souvenez-vous, dans ma précédente vidéo de correction sur pourquoi les planètes rocheuses sont proches du Soleil et pourquoi les planètes gazeuses en sont éloignées. Du coup, je vais faire une pause création du système solaire et création de la Lune, de la Terre et de la Lune parce que c'est intéressant. Cette correction va encore être beaucoup trop longue. Mais je sais que ma douce voix de crécelle vous manquait. Je coupe et je reviens. Allez, à toutes. Bon, et puis alors, non seulement cette correction est déjà beaucoup trop longue, mais en plus je réalise avec effroi que j'ai oublié de corriger un exercice. Bah oui, il y en avait un deuxième. Oh là là, c'est affreux. Bon, allez, je continue. Il s'agissait simplement en fait de compléter ce petit résumé à partir des mots que je vous avais mis là. Alors, on y va très vite, hein, on n'y passe pas 1000 ans. Donc, les savoirs scientifiques, eh ben, ils évoluent au fil du temps. Donc, évoluent, et oui, bon, c'est pas très... Bon, pas... Ils évoluent au fil du temps. On reste pas, heureusement, accroché aux idées du passé, hein, parce que sinon on brûlerait encore des sorcières. Et bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Les scientifiques basent leurs découvertes... Alors évidemment, rayés au fur et à mesure, hein, les mots. Et leurs idées, non pas sur leur instinct profond, si parfois, mais enfin, ils se contentent pas de ça. Ils se basent sur des observations de phénomènes naturels, hein, bien souvent. Alors je parle pas des mathématiciens quantiques et compagnie, hein, là on passe à un autre niveau, hein, suffit pas de regarder les petites fleurs de la nature pour comprendre la physique quantique et autres. Bon, je vous dis en général pour les sciences expérimentales, et pour les SVT particulièrement. L'amélioration des techniques et des outils à leur disposition. Rappelez-vous les artisans verriers, rappelez-vous l'élaboration du pendule du Panthéon de Paris, qui a nécessité quand même des artisans. Hein, voilà. Donc l'amélioration des techniques et des outils à leur disposition leur permet de mieux comprendre le monde qui les entoure et de faire progresser la science. Et donc, petite conclusion, ce que l'on sait aujourd'hui peut parfaitement changer demain grâce à de nouvelles découvertes. Mais j'insiste sur le fait que les machines arrière toutes à base de on a cru que la Terre était plate, puis on a dit qu'elle était ronde, on s'est enquiquiné pour démontrer ça, finalement on revient à la Terre plate, ça pour le coup c'est pas ce qu'on appelle une progression de la science, vous voyez ce que je veux dire ? Une petite nuance. Bon voilà, c'est tout, j'arrête et je remets la suite de la vidéo. Bon, alors du coup, je suis de retour, I'm back, pour vous expliquer un petit peu cette histoire de planètes rocheuses, planètes gazeuses. Vous avez bien vu donc que les planètes rocheuses étaient proches du Soleil, elles étaient denses, petites, massives, proches du Soleil, et les planètes gazeuses, de sortes de gros bibendums, beaucoup plus... légers. Alors en fait, en réalité, ils sont moins denses parce que si on prend toute leur masse, vu leur taille, leur masse est quand même supérieure à celle des planètes rocheuses, mais ça brasse beaucoup plus d'air, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, ils sont beaucoup moins denses. Et donc elles sont à l'extérieur du système solaire. Alors pourquoi j'ai mis je vous la fais rapidos. Encore une fois, j'ai pas fait une spécialisation en astronomie, donc bon, j'aime bien, hein, comme tout le monde, mais je suis pas non plus hyper calée comme certains. Je suis sûre qu'il y a des élèves parmi vous qui sont plus doués que moi. C'est honteux. Bon, globalement. La formation du système solaire, donc c'est produite après un événement qu'on suppose être le Big Bang, c'est-à-dire une sorte d'implosion de matière, sachant qu'on suppose qu'il y a eu des Big Bang avant. Enfin bon, bref. Alors là, je m'arrête tout de suite parce que je vais dire des conneries, des bêtises, pardon. Donc, formation du système solaire, il y a 4,6 milliards d'années, donc c'est juste impossible à envisager ces dates-là, enfin c'est complètement ouf. Le système solaire se serait formé à partir d'un nuage de gaz et de poussière qu'on appelle une nébuleuse.
voilà, qui appartenait déjà à la Voie lactée, enfin bref. Donc ce nuage de gaz et de poussière contenait principalement de l'hydrogène et de l'hélium, qui sont des éléments très légers, qui constituent maintenant majoritairement le Soleil, et des restes d'autres étoiles qui étaient mortes avant, et donc en une plus petite part des atomes plus lourds, comme l'oxygène, l'azote ou le fer. Donc tout ce pataquès d'atomes tourne sur lui-même, se met en rotation en fait. Et petit à petit, par un phénomène qu'on appelle l'accrétion, donc je vous ai parlé de la gravitation qui fait que les corps s'attirent les uns les autres, etc. Il y a une sorte de rassemblement de la matière au centre de cette nébuleuse en rotation, et ce rassemblement de matière finit par former l'étoile qu'on connaît maintenant, qui est le Soleil, principalement composé d'hydrogène et d'hélium, majoritairement, voire à 100%. D'accord ? Donc cette étoile, au début, c'était un bébé étoile, très énergétique, etc. Et le reste de la matière, les autres atomes, oxygène, azote, fer, plus des gaz, etc., continuent à être en rotation autour de cette étoile embryonnaire, là. Et puis, dans ce disque qui tourne de matière, même si c'est pas beaucoup de matière, quand même, c'est 1% de la matière originale. Hein, c'est-à-dire 99% de la matière a formé le Soleil, et le 1% restant va donner les planètes après. Et ce disque de matière donc entre en rotation, et la matière s'agglutine sur elle-même, entre elle-même en rotation, et forme ce qu'on appelle des protoplanètes, c'est-à-dire des bébés planètes, qui petit à petit amassent tout ce qu'il y a sur leur orbite, toujours par l'effet de gravitation, d'attraction, d'accord ? Donc pouf, elles font le ménage sur leur orbite, et vont se former donc 8 planètes, et plus les planètes naines et les autres objets du système solaire. Mais il se trouve que comme l'étoile, notre étoile, le Soleil, entre en activité, il y a une sorte de déflagration, si vous voulez, qui se fait, une sorte de souffle, qui fait que tous les éléments légers qui étaient proches de l'étoile, du Soleil, vont être soufflés vers l'extérieur du système solaire. C'est très marrant parce que en même temps, je fais des grands gestes devant mon écran d'ordinateur. Je peux pas m'en empêcher, donc je gigote sur ma chaise. Bon, bref, donc tous les éléments légers sont soufflés vers l'extérieur du système solaire, restent en rotation autour de notre Soleil, mais du coup tous les éléments lourds, eux, restent proches du Soleil, et les éléments légers sont à l'extérieur. Je sais pas si vous me suivez. Du coup, les protoplanètes qui se forment autour du Soleil ne sont formées que d'atomes lourds, d'éléments lourds, c'est pour ça que c'est des planètes rocheuses, d'accord, faites de roches et de métaux. Et les planètes à l'extérieur du système solaire, elles ont récupéré tout ce qui était plus léger, les gaz et compagnie, qui avaient été soufflés par le Soleil, et donc ça nous donne les planètes gazeuses. Voilà pour ce qui est de l'explication planète rocheuse, planète gazeuse, dans les grandes lignes. Et maintenant, la Lune, parce que je sais qu'il y en a que ça intéresse, qui m'ont dit, la Lune. La formation de la Lune, en fait, on pense, c'est une théorie, c'est une théorie qui a été développée dans les années 70 pour la première fois, mais qui est jusqu'à présent la plus robuste qu'on ait. Allez pas me sortir des extraterrestres et des bases extraterrestres sur la face cachée de la Lune, s'il vous plaît. Bon, donc on reste sur des choses solides. Donc c'est une théorie selon laquelle, en fait, quand la Terre était encore un bébé planète, il y a 4,47 milliards d'années, c'est très précis tout ça, mais ça se justifie, il y a des analyses géochimiques qui permettent d'estimer les choses. Donc il y a 4,47 milliards d'années, la Terre est un bébé planète, une protoplanète, elle est encore toute en fusion et tout, elle a pas refroidi, elle vient de naître, quoi. Et pas de bol, dans les protoplanètes qui tournent autour du Soleil, qui gravitent autour du Soleil, qui est une jeune étoile aussi, y en a une qui a une trajectoire un peu n'importe quoi. Enfin, elle a un peu de mal à se mettre en orbite, si vous voulez. Et elle fait quand même à peu près la taille de Mars. On l'a nommée Theia. Voilà, c'est encore une référence grecque qui m'échappe. Et donc cette protoplanète, en fait, aurait fait des sortes de zigouigouis et aurait fini par impacter la Terre. Bébé Terre s'est pris Mars dans la tronche, quoi, si vous voulez. Donc, qui s'appelait pas Mars, qui s'appelait Theia. Enfin, c'est un truc assez gigantesque. Donc la jeune Terre s'est pris une protoplanète dans la face, ce qui lui a arraché
Bon, l'impacteur, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, Theia, donc ce qui a impacté la Terre, se pulvérisait littéralement, mais a arraché un morceau de manteau terrestre au passage, un morceau de l'extérieur de la Terre, on va dire, ce qui a éjecté de la matière résiduelle autour de la Terre, et cette matière s'est mise à tourner autour de la Terre. En fait, elle a été captée par gravité par la Terre, et elle s'est mise à former ce qu'on a appelé ensuite la Lune. Donc voilà, cette matière en rotation qui avait été arrachée à bébé Terre s'est mise en rotation elle-même, s'est mise à tourner autour de la Terre, et ça nous a formé la Lune. Alors c'est une théorie qui reste à confirmer parce que d'après les calculs, en fait la Lune a une composition chimique qui est complètement similaire à celle de la Terre, complètement. Sauf que d'après ce modèle, elle devrait avoir une composition chimique un peu différente. Et c'est là que ça couac. Soit on ne sait pas encore l'expliquer, cette différence de composition, soit c'est qu'il y a une mouche dans le potage, pour pas dire autre chose, et que donc du coup, bon, la théorie est pas encore chiadée. Une théorie, ça reste une théorie, et c'est ce qu'on a de mieux pour le moment pour expliquer les choses. Ça veut pas dire que tout est à rejeter, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses à découvrir encore et à peaufiner. Voilà, cette vidéo va durer 3/4 d'heure, je le sens. Bah écoutez, bravo à vous déjà si vous avez relevé le défi de la vidéo précédente. Bravo à vous si vous êtes toujours là en ce moment à m'écouter raconter ma vie. Je vais me faire un t-shirt Père Castor. Je crois que je vais être obligée. Ou un tatouage Père Castor. Est-ce que je vais faire ça? Non, pas sûr. Bon, bref, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura intéressé. Je vous laisse compulser à nouveau cette vidéo, prendre des notes, corriger votre travail. Et puis je vous dis rendez-vous pour le prochain exercice, le prochain cours. Allez, prenez bien soin de vous. Salut!